Oui, ça se reproduit jamais. Tel est le choix qui m'a poussé de prendre. Composé des îles de Mayotte, de Moïli, d'Anjouan et de Grandes Comores en dépend. Le premier et le dernier pays colonisé par des accords de colonisation. Parce qu'il y a eu des accords entre chaque sultan des Comores qui a placé chaque île sous protectorat. Or, la modification du statut de protectorat en colonie n'a jamais ni été ratifiée par la loi française, ni par une consultation de la population. Donc la colonisation elle-même est contestable. L'université, les publications universitaires commencent à partir de la recherche, quand tu fais de la recherche en thèse. Moi, je dirais que parmi les points positifs qu'il y a eu, c'est que maintenant, depuis 2006-2007, il y a eu au moins 40 enseignants de l'Université de Comores, au moins, qui sont engagés en thèse. Et il y a déjà qui ont déjà soutenu. Il y a 3 ou 4 qui sont déjà soutenus. Je suis parmi. Je me retrouve plus à gauche qu'à droite pour porter des idées et en tout cas pour œuvrer en tant que Française d'origine comorienne. Je suis bien à gauche pour pouvoir défendre les intérêts de mon pays d'origine. On a vu la promotion de la diversité à l'échelle politique nationale. On a vu Rachida Dati et bien d'autres, je ne vais pas tout citer, mais quand même, c'est certain, bien sûr, adapté, mais en même temps, à créer un comité pédagogique de surveillance comportant à la fois des membres des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes, en même temps des professionnels venant de l'extérieur. Je pense que c'est comme cela qu'on peut lutter efficacement contre la corruption. Ok. Non, je voudrais... Une minute. Oui. Je voudrais ajouter, moi. Tout à l'heure, vous avez... Non pas pour le Coran. Le Coran, vous pouvez l'apprendre partout et à n'importe quel moment. Mais l'école coranique est le premier pas vers la consolidation de votre identité culturelle. Donc, veillez à ce qu'il y ait davantage d'écoles coraniques. Non pas pour le Coran. Le Coran, vous pouvez l'apprendre partout. Vous pouvez l'apprendre si vous connaissez l'arabe. Vous pouvez l'apprendre en traduction. Martin Luther King, Frédéric Douglass, ce sont des grands hommes qui ont œuvré justement à ce qu'il y ait une reconnaissance noire et que justement les Noirs ne soient pas une population discrète, mais une race... comment dirais-je, je cherche mes mots. Voilà, visible, exactement. Ce combat n'a pas mené à un échec. Ce combat, a produit ses fruits aux États-Unis d'Amérique. En France, par contre, il n'y a pas de combat. Justement, c'est ce qui regrette ou déplore l'auteur de ce livre, Pauvre Noir de France. En France, il y a une certaine invisibilité de la population noire. Ici, c'est lui qui participe au jeu, mais qui, d'un moment à l'autre, refuse de participer à cette économie d'échange, de payer la dette sociale. Que risque-t-il? Est-ce qu'il y a une possibilité autre que celle que vous avez parlé, qu'Albert Eichmann a parlé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une possibilité au sein même du groupe des théories de mobilisation sociale? On a déjà eu une théorie qui est une théorie du consensualiste, de conspiration. Est-ce qu'il y a une possibilité de conspirer pour essayer de modifier le jeu ou la règle du jeu au sein de ce jeu coutumier? C'est ambitieux. En regardant les autres. Mais on a la chance d'être à l'extérieur, donc on regarde ce que les autres font. Et on se dit, si eux, ils savent le faire, pourquoi pas nous? Donc au fur et à mesure, on essaie de s'adapter, de se donner des étapes de perfection pour plaire au public, aux éditeurs. Et ensuite, bien sûr, lorsqu'on est directeur d'une radio, on demande... Entre ceux qui ont précédé Tahir et Tahir lui-même. Mais quand Tahir est arrivé,
il y a eu aussi une génération de Abdullah Touif, Ibrahim, Jamal qui écrivent. Vous n'abordez pas les mêmes sujets que Tahir et Aboubakar Salim. Par exemple, je prendrai l'exemple d'un certain Ali Massimia qui a écrit un roman vraiment qui a fait un tollé parce qu'il a abordé un sujet qui est vraiment tabou au Comores. Au Comores, il ne faut pas parler du sexe. Hein. Si vous voulez qu'on vous brûle vif, il faut parler du sexe. C'est un tabou. Donc lui, il a abordé ce sujet et ça fait un tollé. Mais au moins, il a montré la différence entre ses aînés en écriture et les autres. Et finalement, le problème... Cartala peut aider le jeune qui cherche un stage, le jeune qui a son diplôme, qui cherche un premier emploi. Nous pouvons l'aider à trouver son stage ou son premier emploi. Nous pourrons peut-être engager des actions de solidarité, de développement entre l'Europe et notre pays d'origine. Voilà, donc nous aujourd'hui, et dans la communauté comorienne en France, est en train d'exploser un autre type de délinquance qui était méconnue jusqu'à tout récemment. C'est parmi les raisons de la fondation. Sensible, parfois très dure, autant avec les autres qu'avec elle-même. Et c'est toutes ces contradictions qui fait que parfois, effectivement, elle est désemparée par rapport aux autres et qu'elle ne sait plus quoi faire, quoi dire. Et au niveau de l'amour, en général, ça marche pas très bien parce qu'elle... Je voulais vraiment formuler sur le titre toute cette hésitation qu'on retrouve dans le roman et qui est là, qui est omniprésente du début à la fin. C'est vraiment une question, mais en même temps, il y a le oui, parce qu'en fait, sans le savoir, il est déjà dans le oui. Et il se pose la question, mais il est déjà dans le oui, il est déjà dans la relation. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le oui et le point d'interrogation à la fois. C'est une sorte de paradoxe intérieur qui caractérise ce personnage et son choix. Oui, c'est paradoxal, mais parce que tout depuis le départ, je sais. Je pense que tout enfant adopté un jour ou un autre se pose la question de qui sont mes vrais parents, d'où je viens. Je pense que c'est d'autant plus fort chez mon personnage parce que comme justement elle a été coupée de ses racines et de sa langue et de sa culture, elle est comme estropiée un peu, elle a besoin de chercher d'où vient ce manque et qui est à l'origine de sa vie, de sa naissance. Et donc elle décide de partir. Je pense qu'aussi à l'âge de 18 ans, quand on devient adulte... Qui veut dire quoi? C'est la dernière bataille en décembre 1819 qui a donné la libération définitive à l'Amérique latine. Donc il s'appelait Francisco Coquis. Donc c'est vraiment, il a eu plusieurs enfants, il a beaucoup de descendants et il y a toujours des coquisses que je vais voir. Je suis invitée vraiment comme la parisienne de la famille qui vient, je suis accueillie à bras ouverts. Donc il y avait beaucoup d'archives de la famille. Il a été traduit que vous aviez dans la famille française et que vous avez... Oui, ils ont cherché leurs racines en France. Oui. Et bon, ils ont trouvé mon père. Et c'est moi qui ai pris la relève. Et donc le bouquin a été traduit en espagnol et il y avait 300 coquilles à la signature. À la présentation du livre à l'Alliance française de Lima. Donc c'était une passion, et ça, je me suis engagée là-dedans par passion. C'est avec le cœur que j'écris parce que bon, j'aime pas beaucoup faire... Mon ami Jamal fait un travail, il est très modeste et très simple. Mais il fait un travail dont il ne se rend même pas compte encore de la portée. Quand je lui dis, mais vous faites un travail souterrain et révolutionnaire dans la culture, il dit, ah bon? Je dis, bon, mais vous le faites quand même. Avec les moyens de bord, je lance un appel à soutenir les éditions comoriennes. Et surtout des Comoriens de la diaspora
qui étaient méritants, que ce soit de Saki Namsa, que ce soit Mahmoud Keldi, que ce soit Mohamed Ibrahim, que ce soit Arnaud Assoumani, ainsi d'autres, hein, et plusieurs autres. Au fond, vous avez décidé, Saïd Mouhabib Changama, d'introduire, en tout cas à l'échelle d'élévation sociale, l'idée de mérite fondée sur la compétence, les grandes dominations, c'est-à-dire l'attention faite aux actions des citoyens, des personnes. Mais finalement, cette idée de mérite, c'est-à-dire de renverser l'idée de hiérarchie sociale, parce qu'au Comores, en tout cas, la hiérarchie sociale est fondée sur le grand mariage, vous avez dit tout à l'heure, et là, vous êtes venu renverser, bousculer cette façon d'hiérarchiser les statuts. La motivation là-dedans. On ne sera pas motivé. Enfin, moi, personnellement, je ne serais pas motivé à faire quelque chose que moi, j'aime pas faire. Donc, vous voulez qu'une orientation, c'est celle qui correspond, qui s'adapte à la motivation de l'individu. Une orientation qui s'adapte effectivement à la personnalité de l'individu. Voilà, à sa personnalité, comment il est, sa façon d'agir. Je fais des recherches sur le manuel scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Tous des textes comoriens. Pour quelque chose qui m'intéresse, les textes pour enfants. Les textes pour enfants sont déterminants pour l'avenir. La noblesse de l'âme, la vertu, le respect de la convenance, étraquant la vulgarité, les faux pas, la grossièreté et l'obscénité. Afin d'y voir clair, nous avons invité des chercheurs de différentes disciplines, des personnalités pour traiter ce sujet. Nous avons invité M. Moussa Jamal, sociologue, Abdoulatif Bakar, essayiste. Ce sont des nations qui ont excellé dans des relations, dans les bonnes manières. L'islam de l'époque a été phare de l'humanité parce qu'il n'a pas imposé son autorité, sa souveraineté sur d'autres territoires par la force des armées, par la force de la croissance démographique, mais uniquement par la séduction des bonnes manières. Donc voilà pourquoi donc les bonnes manières permettent la cause. Ça vient dû aux erreurs, à la catastrophe, parce que je ne peux pas, en tout cas, entre les individus, les relations. Il y a un terme, il y a un slogan qui disait on est en paix dans ce monde quand on a de bonnes relations. C'est-à-dire, aussi longtemps que les hommes n'ont pas de bonnes relations entre les autres, bien, c'est le conflit qui s'est... Qui a été patronnée par le président Mbeki en 2003, et c'est là où on avait défini, à partir de 2004, de mettre en place des institutions qui restaient. Et de ce côté-là, bon, on a mis le pied sur la dernière pédale, et puis effectivement, en 2004, les élections législatives, et puis jusqu'à 2004 même, on a mis en place la Cour constitutionnelle, et là, effectivement, tout est paré pour que je puisse rendre le flambeau et partir. Très bien. Vous avez effectivement assumé votre responsabilité jusqu'au bout. Est-ce que c'est parce que vous n'avez peu de confiance aux hommes politiques? Parce que ce rapport un peu distant, parfois condescendant envers les partis politiques, vous le dites souvent, ce sont des opportunistes. Même le rapport qu'ils avaient quand Bob Denard... Une donnée naturelle. C'est lié aux formes d'éducation. Donc il s'acquiert d'abord à la maison, à la famille. Toutes ces formes d'injonction, de rappel à l'ordre, sont pour fonction d'incorporer le bon usage, les bonnes manières, le savoir-vivre à l'enfant, est donc capable d'être utile ou d'être sociable ou de donner une bonne image à soi-même, à lui-même, et donc une bonne image de sa famille. Alors, malheureusement, toutes les familles n'ont pas les moyens, parce que pour transmettre le bon usage, les bonnes manières, il faut d'abord avoir un cadre familial stable. Or, la nature a fait qu'il y a des familles instables. On peut trouver ici et là, notamment à Marseille, dans la communauté comorienne, des familles instables, des familles monoparentales, des familles divorcées, des familles... il y a des conflits permanents, où n'ont pas assez de moyens, et donc la présence même parentale ou du père, parfois fait défaut. Et cela laisse libre cours à l'enfant et se conduit selon ses mobiles personnels. Un enfant qui se conduit selon ses mobiles personnels, c'est un enfant qui manque de repères.
l'identité se construit à travers des bases, avec des repères. Et donc, également, même au Comores, le mode, les structures parentales, les structures familiales font que les bonnes manières n'arrivent pas à faire cours dans l'éducation des enfants, dans le conduit des enfants. Par exemple, à l'âge de 17 ans et 10 ans, les enfants, les garçons surtout, eh bien, s'éloignent du contrôle familial en se logeant dans des cabanes. Les cabanes, bien sûr, permettent d'échapper à la promiscuité familiale, mais a comme dysfonctionnement le manque du contrôle de l'enfant. À plusieurs échelles et de façon de plus en plus, effectivement, un petit peu déplorable, hein. Les bonnes manières sont des valeurs qui se sont perdues, non pas seulement aux Comores, mais dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, on le constate. Et si on part des Comores, eh bien, on est aux Comores, mais dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, on le constate. Et si on part des Comores, eh bien, on est dans une société du délitement, le délitement des valeurs. Et ce que l'on retrouve souvent dans les littératures, dans les œuvres des auteurs comoriens, où l'on parle de ces personnages, en fait des personnages qui sont en perte de repères, qui sont en perte de valeur et qui gravitent dans une société qui ne leur laisse plus la place. Et donc, ce que l'on retrouve dans ces littératures, dans ces ouvrages, c'est aussi ce que l'on retrouve dans la société, étant donné que, pour le coup, la littérature se fait l'écho de ce qui se passe dans la société. On ne peut pas se permettre de dire que dans une société, peu importe... Nous sommes amenés à faire des actes malheureusement regrettables. Donc dans la société, on s'aperçoit que les jeunes, parce que ce qu'ils vivent au quotidien est issu d'une extrême violence, parce que ce qu'ils ont à renvoyer ou ce qu'ils doivent véhiculer est en totale contradiction avec ce qu'ils devraient pouvoir, ce à quoi ils devraient pouvoir aspirer, fait que les valeurs se perdent parce que finalement ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre en place des bonnes manières, pourquoi est-ce qu'il faudrait savoir se comporter ou se conduire dans une société qui finalement ne laisse de place